Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans cette rencontre de l'Université populaire de Marseille Métropole. Tout d'abord, tous mes voeux pour vous, pour votre famille, et j'espère qu'on va pouvoir se réunir à nouveau très prochainement, qu'on aura la possibilité de se toucher, de se parler en direct, de se voir en direct, toutes ces choses qui nous manquent depuis malheureusement trop longtemps. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Katharina Bélan. Katharina, elle est docteure et chercheuse en études cinématographiques et en histoire à l'université d'Aix-Marseille. Sa recherche sur Marseille filmé, images, histoire et mémoire porte sur la période de 1921 à 2011. Elle a été présentée dans différents colloques. Elle a écrit des articles et des publications collectives et individuelles des communications universitaires. Et elle participe également, elle a participé à la création de films documentaires et expérimentaux, et elle participe également à des colloques. Le titre de la conférence ce soir, c'est « Images absentes, images migrantes, symptômes d'un trauma, le dynamitage des quartiers nord du Vieux-Port par les nazis en 1943 ». Ce qu'a voulu faire Katharina, c'est montrer qu'en fait, il n'y a pas ou peu de traces iconographiques de cet événement, qui est quand même un événement important. Donc, Katharina propose d'analyser les images manquantes et le peu d'images qui restent, qui ont migré de film en film, donc que l'on voit dans plusieurs films, et on ne sait pas vraiment pourquoi, de l'événement traumatique qui fut l'expulsion en janvier 1943 de 20 000 habitants et le dynamitage de près de 1400 immeubles des quartiers nord du Vieux-Port par les nazis, aidés par les autorités françaises. Alors c'est la partie nord des quartiers, des quartiers du Vieux-Port, donc c'est la partie qui se situe depuis la rue de la République jusqu'au Fort Saint-Jean. Katharina, grand merci d'avoir accepté de participer à cette conférence et au programme de l'Université populaire. C'est un grand honneur pour nous parce que pour l'instant, tu n'es pas encore connue, mais je considère que tu fais partie des jeunes chercheuses du 21e siècle et que tu as des choses pertinentes à nous raconter. Eh bien maintenant, c'est à toi. Tu en as pour 1 heure et après ton exposé, eh bien, on discutera avec toutes les personnes qui nous auront rejoints dans cette réunion. Merci 1000 fois, Katharina, de ton exposé et de ta participation. C'est à toi. Merci Jean-Pierre, donc bonsoir à tous. C'est un peu une première pour moi, je ne vous cache pas, non pas de faire une conférence, mais en tout cas de la faire sur Zoom. Donc j'espère que ça va bien se passer. La conférence va se passer ainsi. À un moment, je vais faire un partage d'écran, faire défiler un PowerPoint et lancer des extraits de films ou d'archives. Je vous expliquerai au fur et à mesure que j'analyserai ensuite. Mais d'abord, je vais me présenter un peu, disons, à nouveau. Donc, j'ai longtemps réalisé des films documentaires et expérimentaux. Et entre 2013 et 2017, j'ai fait une thèse à Aix-Marseille Université en codirection, en études cinématographiques avec Jean-Luc Lioult et en histoire avec Marilyn Crivello. Et cette thèse, effectivement, portait sur la façon dont Marseille a été filmée depuis 1921 jusqu'en 2011 et dont on pouvait lire l'histoire de la ville à travers les films qui y ont été filmés. Donc, c'était aussi une réflexion sur les rapports, évidemment, entre histoire et cinéma et de prendre les images mouvements, aussi bien les archives que les documentaires, que les films de fiction, comme des sources pour l'écriture de l'histoire. Et justement, la conférence que je vous propose ce soir, c'est d'essayer de décortiquer la manière dont l'événement
du dynamitage des quartiers nord du Vieux-Port a été filmé et apparaît de film en film. J'emploie dans le titre de la conférence un vocabulaire un peu psychanalytique, hein, image absente, image migrante, symptômes d'un trauma, parce que effectivement, je pense que ce dynamitage constitue un traumatisme dans l'histoire de Marseille, parce qu'il est précédé aussi d'une rafle qui est d'une violence inouïe, que 20 000 habitants ont été expulsés de chez eux, ça aussi, c'est d'une violence inouïe. Et c'est vrai que cet événement résonne évidemment avec le 5 novembre 2018, avec l'effondrement des immeubles d'Aubagne. Il y a là à nouveau un trauma dans la ville de Marseille et qui est toujours lié à ces vieux quartiers. J'entends quelqu'un qui intervient. À ces vieux quartiers qui ont une histoire qui existe toujours. Belzins, Noailles, Le Panier sont encore et même le quartier de l'Opéra, de vieux quartiers marseillais. Mais tout autour de la mairie centrale de Marseille, on voit sur le front du nord, donc du Vieux-Port, des immeubles modernes qui, au niveau de l'esplanade de la Tourette, ont été construits par Fernand Pouillon, hein, un architecte qui a construit à Alger notamment, et qui évoque un peu les quartiers du Havre ou de Brest, qui sont des villes qui ont été bombardées pendant la guerre et qui ont été en grande partie détruites. Sauf qu'à Marseille, la destruction de ce vieux quartier n'est pas un bombardement. Ça, c'est, je pense, très important de le rappeler parce que beaucoup de gens le pensent, hein, que la ville a été bombardée. Or, elle n'a pas, en tout cas à cet endroit-là, été bombardée. Elle a bien, les immeubles, les vieux quartiers ont été dynamités. Je vais rappeler dans le détail pourquoi et comment, mais avant de me lancer dans la destruction à proprement parler et ce qui a précédé, je voulais revenir un peu sur l'histoire de ces vieux quartiers. Donc, il y avait en fait 3 zones. Une zone entre la rue de la République et la place Victor Gélu, hein, qui existe, qui est nommée comme telle encore aujourd'hui, mais qui est un parking et plus vraiment une place. Il y avait un quartier réservé. Quartier réservé créé par le préfet Maupas en 1871, qui permettait donc la prostitution dans des maisons des bordels, voilà, et qui donc attirait évidemment aussi les gangsters. Enfin, il y avait comme ça la mafia, disons, qui avait la mainmise sur ce quartier-là. Et puis, de l'autre côté de la mairie, donc jusqu'au Fort Saint-Jean, là, c'était un quartier peuplé de pêcheurs, de dockers, de gens qui avaient à voir avec la vie du port et de la mer. Et c'était un quartier qui a toujours été aussi occupé par les immigrés, les nouveaux arrivants à Marseille. Et donc, on l'appelait aussi le quartier corse ou le quartier napolitain, hein. Il était aussi peuplé de beaucoup d'Italiens et notamment de napolitains. Et c'était un quartier aux ruelles très, très étroites et très enlacies et relativement, effectivement, insalubre, mais à la fois, c'était aussi un quartier très vivant où la vie se passait beaucoup dans la rue et à l'extérieur. Ce quartier a donné lieu à beaucoup d'œuvres littéraires, notamment dans les années 30. Pierre Macorlan, John Mackay, Blaise Cendrars, beaucoup d'écrivains ont
on décrit l'atmosphère très particulière de ces quartiers. Il a aussi été photographié par Germaine Krull, qui est une photographe allemande. Donc, il y a une très belle édition avec un texte d'André Suarez aux éditions Jeanne Lafitte, et où elle photographie également le pont Transborder, hein, qui partait donc du bâtiment des douanes à peu près, et qui traversait le Vieux-Port pour desservir passagers et marchandises entre les deux rives du Vieux-Port. À l'époque à laquelle se situent les événements, il existe encore le pont Transborder. Hein. Il a été détruit en 1945 par les Allemands qui craignaient un débarquement d'Afrique du Nord, et puis tout à fait démantelé après la guerre. Donc, ce quartier a été photographié, il a été décrit dans des œuvres littéraires, mais il a très peu été filmé. Et une des premières choses qui m'a frappée quand j'ai commencé ma thèse, c'était de voir que le film qui montrait des images de ce quartier, qui est un film d'un grand artiste hongrois qui s'appelle Laszlo Molinaj ou Molinagi en français, a été réutilisé dans des documentaires sur la ville de Marseille comme étant des images amateurs, alors qu'en réalité, elles avaient été tournées par un artiste. Donc, je vais commencer par vous montrer un extrait du film de Molinaj. Alors, on va peut-être lancer le partage d'écran. Est-ce que tout va bien? Tout le monde me suit? Oui? Bon. C'est toi qui lance le partage d'écran? Non, c'est toi. Non, c'est moi. D'accord. Donc, j'avais mis le titre de la conférence. Oui, je voulais revenir juste sur une citation qui me semble très importante pour le propos de la conférence. C'est de considérer la ville comme le lieu de la mémoire collective de ses habitants. Bon, c'est une citation d'Aldo Rossi, extraite d'un livre publié en anglais, et qui dit, donc vous pouvez la lire hein, à l'écran, la ville est elle-même la mémoire collective de ses habitants. Comme la mémoire, elle est associée à des objets et à des lieux, la ville est le site de la mémoire collective. Cette relation entre le site et les citoyens détermine alors l'image de la ville, son architecture, ses paysages, et à mesure que certains artefacts sont intégrés à la mémoire, d'autres apparaissent. Dans cette perspective absolument positive, les grandes idées parcourent l'histoire de la ville et lui donnent forme. On peut donc considérer qu'aujourd'hui, quand on se promène dans Marseille et quand on se promène le long du Vieux-Port, on voit cette mairie très ancienne et tout autour ces bâtiments modernes et juste derrière le quartier du Panier qui est très ancien. Et là, il y a une frontière très nette hein, entre ce front du Vieux-Port et le Panier qui montre encore ces ruelles et il faut imaginer que la ville était tout entière comme le Panier jusqu'au Vieux-Port avant cette destruction. Je voulais aussi vous lire une citation de Walter Benjamin qui m'a beaucoup guidée dans ma recherche sur Marseille parce qu'il a écrit beaucoup de textes sur Marseille, dont un texte qui s'appelle d'ailleurs Hachiche à Marseille et où il décrit ces vieilles rues, mais pas seulement, il a écrit un portrait d'un paysage urbain aussi de Marseille où il décrit les vieux quartiers. Et Benjamin dit dans cette citation, la marque historique des images n'indique pas seulement qu'elles appartiennent à une époque déterminée,
elle indique surtout qu'elles parviennent à la lisibilité qu'à une époque déterminée. Et le fait de parvenir à la lisibilité représente certes un point critique dans le mouvement qui les anime. Et moi, c'est bien avec cet œil critique qu'il me semble qu'il est important d'aborder les archives et les images donc de cette histoire, ces images manquantes ou ce peu d'images, en essayant de comprendre la lisibilité historique des images. Voilà, alors je vais tout de suite, ça c'est une première photo du film de Molinage. C'est un film qui dure 10 minutes, qui est très savamment monté. Donc j'en ai pris qu'un seul extrait, c'est un film muet. Et l'extrait que je vais vous montrer se situe plutôt à la fin du film, où Molinage filme Marseille sous la pluie. Et donc, ça va complètement à l'encontre aussi du cliché de cette ville de soleil, de farniente et de douceur de vivre. On voit là des ruelles sous la pluie avec une population qui est extrêmement cosmopolite. Et Molinage joue beaucoup, vous verrez, sur l'intérieur et l'extérieur, et sur des plans en plongée et en contre-plongée. Et encore une fois, je vous montre aussi ces images parce qu'elles ont migré dans de nombreux films et émissions de télévision sans qu'il soit expliqué qu'elles sont de Molinage. Alors, je lance tout de suite l'extrait. Donc là, je mets en plein écran. Voilà. Là, par contre, c'est où mon bureau? Donc, on voit le pont transbordeur. Jean-Pierre. Donc, on voit bien dans l'extrait de Molinage que la ville est cosmopolite, que les ruelles sont étroites, que la vie se passe dehors, que les immeubles sont étayés, donc ils menacent un peu probablement de s'effondrer. Il y avait quelque chose d'une vétusté dans ces immeubles, mais en même temps, on voit aussi une extrême vivacité de la vie et des gens qui circulent. Le reste du film de Molinage peut parfois montrer vraiment aussi le caractère un peu insalubre et sale de ces quartiers. Et d'ailleurs, avant d'en venir à 1943, il y a plusieurs plans d'urbanisme, y compris dans les années 30, qui ont prévu la destruction
de ces ruelles. Et les premiers à faire un plan d'urbanisme, c'est Jean Ballard et Gaston Cassel en 1934. Jean Ballard, c'est le directeur de la revue des Cahiers du Sud, qui a eu une importance très grande à Marseille, qui a justement publié Walter Benjamin et qui néanmoins a aussi, avec Ballard, donc pensé qu'il était possible de rénover et en partie de détruire ces quartiers. Je vous lis juste une citation qui vient justement des Cahiers du Sud, où il décrit cette espèce de territoire indien réservé à quelques rues de la République à la mer, où nos touristes veulent bien se risquer, jeter un coup d'œil dans l'embrasure d'une baraque pour en voir comme Dante quelques formes humaines dans un cloaque au milieu d'inexprimables senteurs. Voilà, donc une citation à la fois, encore une fois, pleine de vie et en même temps qui décrit un cloaque. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1941, il y a un deuxième plan d'urbanisme qui vise à détruire les vieux quartiers et qui est produit par Eugène Baudouin, qui est architecte en chef, qui a un poste très très important, mais qui produit ce plan d'urbanisme en pleine gouvernement de Vichy. Hein. Et donc, je vais maintenant vous montrer une archive qui date de 1941, qui est une archive, donc une actualité cinématographique de l'époque, qui est un petit peu pénible à regarder parce qu'il y a une musique militaire derrière, qui est le propre des actualités de Vichy, mais qui en même temps nous renseigne sur le fait que la destruction des vieux quartiers avait bien été envisagée par les autorités françaises avant une quelconque intervention des autorités allemandes. Juste avant de lancer la... Donc là, vous voyez le plan produit donc par Eugène Baudouin, et je vous lis juste une citation d'Eugène Baudouin qui dit « La vieille cité mal entretenue et insalubre déshonore la ville. Après une épure, elle pourra devenir une ville-musée, lieu de promenade au milieu des souvenirs du vieux Marseille. » Vous voyez, la muséification des villes était déjà à l'œuvre. Cette archive, encore une fois, qui est une qualité douteuse, mais si vous êtes attentif aux propos, vous verrez que la destruction de Carlimpat Monsieur François Leliveau, secrétaire d'État à la production industrielle, est venu se rendre compte des projets d'agrandissement et d'aménagement de la ville. En compagnie de Monsieur Max Bonafous, préfet régional, il a jeté dès son arrivée du terre-plein de Notre-Dame de la Garde un regard d'ensemble sur cette capitale dont l'ancienneté égale celle de Rome et qui se doit de faire peau neuve. Nous dirons donc adieu à certains pâtés de maisons insalubres, à certaines parties de Marseille qui, pour être pittoresques, n'en étaient pas moins une tâche pour la beauté et la santé du plus important port français.
François Le Hideux, après cette première prise de contact, s'est familiarisé avec le plan d'aménagement du Nouveau Marseille établi après 34 000 heures de travail par M. Eugène Baudouin et ses 20 collaborateurs. Certes, le visage de Marseille changera, mais Marseille gagnera. Plus de cette misère des quartiers avoisinant le Vieux-Port, plus de ce pont transbordeur. Marseille verra s'établir de belles avenues, trouvera les dégagements qui lui manquaient, l'air et la verdure qui lui faisaient défaut. Et sans doute quelque chose a changé déjà, car les travaux retardés ou entravés naguère sont commencés. Et M. Le Hideux a pu voir sur place que le plan d'extension avait déjà reçu un commencement d'exécution. Monsieur François Le Hideux. Pardon. Voilà, donc cette archive pour bien vous montrer que déjà en 1941, un plan d'urbanisme prévoit de raser les vieux quartiers. Il est beaucoup plus radical que ce qui va être fait, hein, puisque le panier doit être rasé. Enfin, Marseille doit complètement changer de visage. Et alors, il resterait quoi de Marseille? Au fond, très peu de choses de son histoire. Et ce qui est tout à fait frappant dans ces vieux quartiers, c'est que ils étaient le site de la ville grecque. Hein. C'est vraiment l'endroit le plus ancien de Marseille. Il y a une chose que je n'ai pas dit en introduction, mais qui est très importante. Pourquoi reparler de Marseille en 1943 en 2020? C'est aussi parce qu'en 2019, une enquête a été lancée suite à une plainte contre X déposée par un avocat marseillais qui s'appelle Pascal Wango et au nom de 4 survivants et descendants des personnes expulsées et déportées en 1943. Et comme c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime imprescriptible et un procès va peut-être être mené pour justement créer une réparation, ou peut-être symbolique, enfin j'en sais rien quel type de réparation, mais voyez, en 2019, il y a encore une action juridique pour réparer donc la rafle et les déportations qui ont suivi donc, et puis le dynamitage. Donc là, j'en viens à l'événement à proprement parler. Cet événement, donc je dis image absente, image manquante. Dans la bibliographie que Jean-Pierre a publiée sur le site de l'Université populaire, vous trouverez des adresses Wiki-archives vers toutes les photographies qui ont été prises par l'armée allemande au moment de l'opération à proprement parler. Donc, cette opération, qui a été nommée Opération Sultan, elle se déroule sur 3 jours, hein, les 22, 23 et 24 janvier 1943. Les Allemands occupent Marseille et donc la zone libre depuis novembre 42, donc depuis seulement 2 mois. Hein, et début janvier 1943, des attentats dans Marseille tuent des soldats et des officiers allemands. Et c'est à ces attentats que réagit donc Himmler et Hitler lui-même, qui lui a envoyé un télégramme en disant qu'il fallait détruire les vieux quartiers de Marseille parce qu'ils étaient un repère de résistants et de déserteurs de l'armée allemande. Et là, les autorités allemandes s'imaginent une ville
souterraine où il y aurait un repère de résistance, ce qui est de l'ordre de la fiction. Il n'y a pas spécialement de résistants planqués dans ces quartiers. Ce qu'il y a dans ces quartiers, je l'ai dit au début de la conférence, ce sont des lieux de prostitution, des cabarets, des lieux festifs où vont les soldats allemands. Hein. Et donc, c'est ça qui va, enfin, c'est ces lieux-là qui vont être détruits en premier lieu. Donc tout ça va très très vite. C'est vraiment début janvier et là il y a une efficacité redoutable de l'armée allemande qui dépêche des hommes capables justement de mettre en place tout un réseau pour dynamiter les vieux quartiers, mais ils sont aussi aidés activement par l'armée française et notamment par René Bousquet, qui va dépêcher 12 000 hommes. Donc, le 18 janvier, il y a une conférence une réunion qui ordonne l'expulsion et la destruction des vieux quartiers. Et une semaine après, 12 000 hommes, donc avec René Bousquet, arrivent et se mettent en place. Et la première phase, c'est donc une rafle qui a lieu entre le 22 et le 23 janvier. Et l'armée allemande, il est interdit par les Allemands de filmer ou de photographier dans les vieux quartiers à partir de ce moment-là. Mais l'armée allemande va, pour une revue de propagande qui s'appelait Signal, produire, donc il y a 230 photos, donc d'abord des vieux quartiers. Donc là, vous voyez un exemple, vous voyez que ça correspond assez bien à ce qu'on a vu chez Carpita en termes de vie dans la rue, de cosmopolitisme et de nombre d'habitants présents. Là, je vous montre une photo qui a été prise par les Allemands et qui est tout à fait emblématique parce que le personnage qu'on voit au centre, hein, ici, là, je ne sais pas si je le devine, c'est Paul Carpita, qui est un cinéaste, enfin, qui deviendra un cinéaste marseillais, auteur du très beau film Le Rendez-vous des quais et de nombreux courts-métrages magnifiques, Graines au vent, Des lapins dans la tête, etc., et qui habitait dans ce quartier avec sa famille. On va le voir d'ailleurs dans des extraits de films tout à l'heure, et qui a manqué de se faire arrêter à ce moment-là et qui ensuite est entré dans la résistance. Hein. Mais là, il est photographié par l'armée allemande. Donc, et là, cette photo, elle est très célèbre, hein, où on voit donc le général SS, le préfet, donc le préfet Marcel Lemoine, préfet régional de Marseille, et le préfet Pierre Barrault, délégué à l'administration de la ville, et au centre René Bousquet, en manteau à fourrure là, qui rigole, hein, on se demande ce qui le fait rire, et là, ils sont dans la mairie au moment où la rafle a lieu. Hein, et si vous regardez toutes les photographies allemandes, vous verrez qu'elles documentent vraiment l'entrée de tous ces personnages dans la mairie de nuit pour surveiller le bon déroulement des opérations. Alors, une chose aussi très, très importante, c'est qu'il n'y a pas de représentant de la municipalité, puisque Marseille n'a pas de maire à cette époque-là. En 1943, en 1938, il y a eu un incendie terrible à Marseille qui a détruit un grand magasin qui s'appelait les Nouvelles Galeries sur la Canebière, hein, qui est aujourd'hui juste à côté de la caserne des pompiers et du cinéma des Variétés. Hein, il y avait là un grand magasin qui a brûlé
au moment où le Parti radical faisait sa réunion annuelle. Et donc, Daladier, qui était président à l'époque, a vu ces nouvelles galeries s'effondrer et les pompiers ne pas être capables de mettre fin à l'incendie. Et ça a entraîné la destitution du maire, qui était Henri Tassot à l'époque, et qui était socialiste. Et Marseille a, à partir de 1938, été gouverné par un préfet. Il n'y avait plus d'autorité municipale. Et donc, ça explique aussi que le régime de Vichy a les plein pouvoir sur la ville et peut aider d'autant plus activement l'armée allemande dans cette opération qui est une aberration sans nom, enfin expulser en une nuit 20 000 personnes et organiser cette rafle de 1000 familles juives, etc., n'aurait pas pu être possible si René Bousquet n'avait pas dépêché 12 000 hommes. Et donc tout ça explique effectivement le caractère extrêmement violent de l'opération. Donc ces photos allemandes, elles ont beaucoup été utilisées dans un film que je vais dont je vais faire un extrait maintenant, qui est le dernier documentaire télévisuel sur l'opération, donc qui s'appelle Opération Sultan de Jean-Pierre Carlon. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean-Pierre Carlon fait ce film en 2004 et interroge beaucoup de familles juives et met vraiment l'accent sur donc tout ce que ça a entraîné pour les familles juives marseillaises qui ont été arrêtées dans la nuit du 22 au 23 janvier 1943. Et cette écriture de l'histoire, disons, qui met les populations juives au centre des événements de la Seconde Guerre mondiale, elle est finalement assez récente. Raoul Dilberg a écrit La destruction des Juifs d'Europe dans les années 60, mais la France a quand même tardé. Jacques Langemann a fait Shoah dans les années 80, mais ce n'est que récemment et encore aujourd'hui que cette histoire est lue depuis aussi les victimes juives. Voilà. Donc je vous passe juste un petit extrait où vous verrez que Jean-Pierre Carlon utilise ces photos de l'armée allemande dans son montage. Alors que les familles juives fêtent le Shabbat, les policiers français investissent les immeubles du centre-ville et de l'Opéra. Ils misent sur l'effet de surprise. Vers 8h, 8h30, 9h, sans s'en rendre compte, et même dans d'autres quartiers bien avant, c'était un bouclage par les GMR. Donc ces GMR, qui sont les ancêtres des CRS, ces GMR ont fait des barrages de partout, ils ont mis des camions bâchés dans tous les côtés, et il est évident que cette rafle était préparée de longue date, puisqu'on a fait venir 12 000 inspecteurs de police, policiers français, GMR, pour pouvoir faire cette rafle qui était commanditée, qui était préparée. Donc cette rafle, elle a duré toute la nuit du 22 au 23 janvier. On n'a pas compris, on a fait descendre qui des hommes avec des enfants, qui des familles entières, qui que l'homme, enfin c'était à l'appréciation de chaque inspecteur ou de chaque GMR ou de chaque policier français. Voilà, donc ce témoin qui a subi cette rafle insiste bien sur donc la participation effectivement donc les GMR, c'est un groupe de police qui est créé par Vichy et qui est dissous ensuite, mais qui va donner lieu à la création des CRS. Le premier plan
de la courte séquence que je vous ai montrée, c'est un plan qui est mis en scène dans un autre film dont je vais maintenant vous passer un extrait, qui est un film de Jean Dasque et Jean-René Laplaine, qui est, à mon avis, le meilleur film à ce jour sur la destruction du Vieux-Port, qui s'appelle « Et le Vieux-Port fut condamné », qui date donc de 1973, c'est-à-dire c'est la première commémoration importante à la télévision de l'événement. Et le film interroge beaucoup de témoins, mais il utilise aussi un film de fiction dont je vais vous parler ensuite, qui s'appelle Seven Thunders, c'est les 7 tonnerres de Marseille d'Hugo Frégonnez et qui date de 1957. Et le Vieux-Port fut condamné, mais aussi des choses en scène. Disons, c'est de la reconstitution historique de l'événement. Et un des défauts, disons, du film, c'est quand même de ne jamais nommer ses sources d'images. Et c'est aussi pour cette raison que je tiens à faire cette conférence, c'est qu'on est quand même très souvent comme téléspectateur un peu pris au piège des images que la télévision nous lance en flux et qu'on ne peut pas identifier. Et je l'ai encore constaté il y a quelques jours en cherchant justement et en voyant un journal télévisé de 2019 à propos du procès, où à nouveau des images des vieux quartiers sont lancées, et c'est celle de Molinage, et c'est les images de fiction d'Hugo Frégonnez, et les images de reconstitution de Jean d'Ascq, voyez, et finalement les images de l'événement, c'est-à-dire ceux qui pourraient faire trace pour l'histoire et qui sont les images qui ont été prises par les Allemands, celles-là sont noyées au milieu de sources d'images qui, elles, n'ont aucune réalité historique. Alors que l'image mente, peut-être, mais l'image dit aussi la vérité. Hein. Elle a cette espèce de double possibilité, à la fois d'être une trace, mais aussi d'être une reconstitution, donc un mensonge. Et il me semble important pour ne pas être aliéné, en fait, pour être, d'avoir un regard critique sur les images, de pouvoir les tracer et de pouvoir les identifier. Et c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai mené toute ma recherche. Voilà, alors maintenant je vais vous montrer donc un extrait du Vieux-Port fut condamné qui part donc du 22 janvier jusqu'au 24. Alors le déroulement des événements, c'est que dans la nuit du 22 au 23, il y a eu des contrôles d'identité, non seulement dans les vieux quartiers nord du Vieux-Port, mais aussi autour de l'Opéra. Beaucoup de familles juives ont été arrêtés et vont ensuite être déportés vers les camps allemands, vers Compiègne d'abord et ensuite vers les camps allemands. Et ce n'est que le lendemain que les quartiers nord du Vieux-Port, donc ce qu'on appelait la fosse, hein, le quartier réservé, le quartier Saint-Jean, ont été bouclés. Les gens ne pouvaient plus sortir du quartier. Et dans la nuit du 23 au 24, les habitants ont été expulsés vers un camp militaire à Fréjus, où ils ont passé une semaine. Au bout d'une semaine, on a relâché ceux qui pouvaient se loger ailleurs, et on leur a permis de venir récupérer leurs affaires dans le quartier, hein, puisque dans la nuit du 23 au 24 janvier, ils avaient pu emmener que quelques petites choses. Et donc, vous allez voir dans le film, en fait, les 3 moments se succèdent et sont... il y a très souvent dans les témoignages de la confusion entre ces 3 moments. Est-ce qu'ils amènent tout de suite ou est-ce que... Non, en fait, ils reviennent chercher des affaires une semaine après et ils se rendent compte que le quartier a été pillé.
hein, qu'il y a des gens qui ont obtenu des laissez-passer pour entrer dans le quartier et piller leurs affaires. Et ensuite, début février, là, c'est vraiment le dynamitage. Donc, je lance l'extrait. Je croyais que j'avais... Le 10e régiment SS, doté d'un matériel lourd, assuré de l'appui massif de l'aviation, prend position. Ça, c'est de la fiction. C'est Seven Sundays, ces images-là. En rentrant chez moi vers les 11h30, sur le trajet, je m'étais rendu compte absolument de rien. Je suis monté chez moi avec mon oncle et nous nous sommes couchés. 1200 inspecteurs de police, 15 formations de groupes mobiles de réserve, des escadrons de gardes mobiles et de gendarmes sont mis en place, soit 12 000 hommes. 400 000 personnes sont contrôlées. Paul Carpita, Salomon Gabriel, Josette Dubourget, Joséphine Antoniani et d'autres qui y ont été par force et par fonction mêlés disent comment ils ont vécu ces événements. Chez Aline, la patronne, Madame Albert, elle est venue, elle a traversé la rue parce que comme on habitait face à face, elle est venue, elle a dit à maman, mon Dieu Lolo, qu'est-ce qui nous arrive? Où c'est qu'on va nous amener, surtout nous qu'on est des juifs. Ah, maman a dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on nous fasse? Ma mère en pleurant nous disait, ma soeur, moi et mon frère, il ne faut pas avoir peur parce que nous sommes déjà honnêtes. On avait l'air de nous mépriser comme si nous étions des, je sais pas moi, la racaille. Des gens ont même essayé de sauver quelques meubles en les faisant passer par la fenêtre. Ils couraient que les Allemands allaient faire sauter les immeubles 2 heures après. On nous avait bien dit, vous avez le temps d'aller vous retourner pour sortir vos meubles, mais pas du tout. Les gens étaient convaincus qu'ils n'avaient en tout et pour tout que 2 heures et qu'il fallait sauver les meubles le plus vite possible. Voilà, donc sur cet extrait, on voit essentiellement des images du film d'Hugo Freygonès dont je vais parler tout de suite. Je voulais juste revenir sur 2 choses. Gabriel Salomon, c'est un jeune homme qui était d'origine juive et qui a été déporté. C'est le seul personnage du film de Jean d'Ascq qui a été déporté donc à Dachau. Les autres donc, sont allés à Fréjus et puis après ont trouvé à se reloger. Et la façon dont Paul Carpita raconte l'histoire, donc là on est en 1973, vous voyez, sur tous ces meubles qui sont jetés par les fenêtres, etc., il y a en réalité 8 jours de décalage. J'ai aussi un tout petit doute sur les 400 000 personnes contrôlées en une nuit. Ça me semble être un chiffre un peu exagéré. C'est peut-être plutôt 40 000. Enfin, je sais pas exactement, mais voilà. Il y a souvent des petits glissements, disons, dans l'établissement des chiffres, mais et alors surtout dans l'utilisation des images, puisque tout ce qu'on voit, ce sont des figurants d'un film de fiction, donc Les 7 tonnerres de Marseille d'Hugo Freygonès, qui est un film anglais qui date de 1957, qui a été écrit par Rupert Crufcock, le scénariste qui a été dans les services secrets anglais pendant la guerre. Et c'est très important parce que c'est un film de série B qui qu'on peut trouver à l'Alcazar, par exemple, aujourd'hui, enfin, qui est édité en DVD, mais c'est un film qui n'a pas du tout eu un succès cinématographique parce qu'il a une facture un peu de série B. Et le film raconte donc la fuite de ces 2 personnages-là qui sont des soldats anglais dans les vieux quartiers de Marseille. Et l'un d'eux
est pris au piège par un docteur qui a créé une fausse filière d'émigrants destinés. En fait, c'est totalement calqué sur l'histoire du docteur Petiot, qui est une histoire absolument épouvantable, mais bien réelle, où un docteur, mais à Paris, pas du tout à Marseille, avait inventé une fausse filière clandestine pour tuer des gens dans sa cave et les assassiner. Donc, c'est un tueur en série, le docteur Petiot. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que les Anglais, en 1957, pour parler des événements de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, parlent donc de ce fait divers, de cette horreur du docteur Petiot, et c'est un peu comme ça qu'il représente l'action des Français, disons, pendant la guerre. Il y a là, je pense, une guerre de mémoire aussi qui se joue entre ce que les Français peuvent penser de la collaboration et ce qu'ils peuvent en dire et ce qu'en disent les Anglais. Seven Sanders, c'est très, très intéressant comme film autour de cette question d'effectivement du regard anglais sur la collaboration française pendant la guerre. Je vais donc maintenant vous montrer un extrait des Sept tonnerres où la destruction, le dynamitage, donc après donc c'est début février, hein, entre donc les habitants ont quitté le quartier depuis une semaine, mais dans le film, rien n'est respecté de la chronologie et tout s'enchaîne. Donc les habitants sont expulsés et 2 minutes après, les immeubles sont dynamités. Ça ne s'est pas évidemment passé comme ça, mais vous verrez, on voit bien les immeubles s'écrouler, on voit aussi les effets de transparence. Hein, voilà. C'est un peu longue et que je me rends compte que j'ai encore plein de choses à vous montrer. Il faut que je me dépêche. Mais voyez, c'est très bien, c'est assez bien fait. On voit que c'est de la transparence et en même temps, tous ces immeubles qui s'effondrent, c'est évident. Ce sont des stock shots de l'armée américaine. J'ai pas réussi à déterminer avec vraiment précision d'où viennent ces images. J'ai pour ça enquêté vraiment en Angleterre et retrouver les dossiers du film, et ça, je ne l'ai pas fait. Mais ce qui est certain, c'est que ces images de stock shot et de fiction ont été reprises dans de nombreux documentaires et ont été lues par des millions de gens comme étant les images de la destruction du quartier, alors qu'elles ne le sont en rien. Les seules véritables images de la destruction du quartier, d'images mouvement, hein, je précise, parce qu'il y a quelques photographies aussi de l'armée allemande, mais c'est une actualité de Vichy en 1943. Là, je vous ai mis une image où on voit le quartier déjà partiellement détruit, et on voit aussi qu'il y avait des rails qui permettaient d'évacuer les débris vers le port de la Joliette et donc de nettoyer, disons, de cette destruction monumentale. 14 hectares, 1500 immeubles détruits. On n'a jamais détruit un quartier aussi vite et aussi grand. Hein. Alors, donc, je vous montre cette actualité de Vichy qui date de 1943. Et là, ce sont des images réelles. Voilà, donc cette actualité, vous voyez, ça m'intéressait aussi de vous montrer de 1941, parce qu'on voit une grande continuité finalement entre l'actualité de 41 qui prévoit la destruction et celle de 43 qui de fait la filme, avec toujours ces arguments de pègre international qui sont plus ou moins fausses en fait. C'est un quartier immigré, c'est un quartier de prostitution, mais tout ça, ce sont quand même des rumeurs. Et il y a cette allusion à l'imagination fertile des écrivains, parce que je vous ai dit au début de la conférence, Claude Maquet, Pierre Macorlan, Blaise Cendrars, effectivement, beaucoup, André Suarez, ont écrit sur
les quartiers nord du Vieux-Port. Je voulais maintenant revenir sur un dernier extrait un peu court justement de Jean d'Ascq pour vous montrer comment Jean d'Ascq réutilise les images de Seven Sunders, donc de la fiction, mais où il zoome dans l'image et en même temps il utilise aussi des images fixes, donc des photographies qui ont été prises après le dynamitage. Huit jours après l'évacuation, la destruction commence. 1500 immeubles sur 14 hectares sont détruits. Nous étions dans les locaux qu'occupait le service. Oui, pardon, là c'est une scorie. Mais vous voyez, ce sont bien les images du film d'Hugo Freygonès, alors que rien ne les signale. Hein. Donc le téléspectateur, lui, pense qu'il est en train de regarder la destruction, le dynamitage des quartiers du Vieux-Port, et en fait, non, il est en train de regarder un film de fiction. Mais ces pratiques sont courantes à la télévision. Je voulais aussi vous montrer une archive une archive qui n'est pas si facile à trouver. Première commémoration, et c'est Axel Tourski qui a donné son nom à un théâtre à Marseille, qui est un personnage très important dans la culture marseillaise, et qui va interroger. Donc en 1963, on n'a aucune image de la destruction, même pas les photos allemandes, peut-être sont sorties des archives, ça j'ai oublié de le dire, les photos allemandes sont sorties des archives en 1973, justement pour et avant, les Français n'y ont, en fait, je pense, pas accès. Et Axel Tourski interroge donc des gens qui ont été expulsés du quartier, et ce, en 1963. Tournons-nous vers un locataire de l'époque, un simple locataire, qui va nous faire... Attendez, pardon. Récit de son départ. Ça, c'est les bâtiments Pouillon actuels, c'est bien ce qui a remplacé la ville détruite. Nous avons évacué, on est venu nous prendre le matin à 3h du matin, on nous a fait sortir du lit, comme des bohémiens, on nous a fait dehors, on a été accompagné jusqu'au Vieux-Port par un agent de police, là nous avons pris comme il vous a dit M. Stenta, quelques ballots de linge, et nous avons suivi jusqu'au Quai des Belges. Là, au Quai des Belges, on nous a fait sortir, puisque nous avions une campagne, et nous étions locataires de cette campagne. Ensuite, nous habitions 24 dans 4 pièces à l'eau. Dans les 24 personnes que nous étions à l'eau, nous sommes rangés comme nous avons pu, puis nous avons fini par trouver notre petite maison, et ainsi de suite, nous avons fini par nous loger. Monsieur Palmieri, votre rôle... Donc je coupe parce que je suis en retard, mais vous voyez la situation dramatique des gens qui ont été expulsés et qui étaient ensuite obligés de vivre à 24 dans une pièce. Enfin bref, voilà. Enfin, c'est le drame aussi de cette expropriation massive. Et je voulais terminer la conférence par un plan du Rendez-vous des quais de Paul Carpita, qui est une fiction qui date de 1955 et où un jeune couple d'ouvriers visite le chantier des Pouillons, aimerait pouvoir s'y loger, mais n'a pas les moyens, évidemment, de devenir copropriétaire de ces immeubles nouveaux et rutilants. Donc je termine par ce court extrait qui marque aussi la mémoire de l'événement.
C'est beau, Pierre, mais c'est cher. Pourquoi pas que c'est bon? qu'est-ce que ça coûte de se rendre? Pas la peine. Tu m'attends une minute. C'est tout en copropriété. Oh, je m'en doutais. Ma foi, on verra bien. J'ai d'autres adresses. Voilà, l'ironie du sort, enfin, c'est que Carpita habitait dans ce quartier, que c'était où il a grandi, et qu'il met un couple qui ne peut plus quitter, ce qui a été son cas d'ailleurs. Enfin, il a habité ailleurs à Marseille, mais beaucoup plus loin du centre-ville. Voilà. Et donc, je voulais terminer là-dessus parce que, effectivement, détruire les vieux quartiers, c'est aussi chasser une population qui y vit et qui n'a pas forcément justement les moyens d'immeubles Pouillon, et il me semble que ça, c'est un problème auquel la ville de Marseille est confrontée encore aujourd'hui et qui est toujours très aigu, et c'est d'où le terme trauma, hein, puisque c'est une histoire que la ville a déjà connue en quelque sorte. Voilà, je termine là-dessus, je crois en retard. Merci Katharina, pardon. Si tu n'as plus besoin de projeter d'image, on va supprimer le partage d'écran. D'accord. Et puis comme ça, on verra tout le monde. Donc Ok. ceux qui veulent prendre la parole, poser des questions, peuvent le faire tout de suite, le temps que j'ai réussi à supprimer le partage d'écran. C'est uniquement sur le port. Hein. Et voilà. Attention. Bon, c'est peut-être toi qui dois le supprimer. Ah. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Arrêtez le partage d'écran. Arrêter le partage d'écran. Retour à la réunion. Voilà, c'est fait. Ça a marché? Ça y est, c'est fait. Pardon, moi, j'ai mis plusieurs clics pour y arriver. Mais encore merci, Katia, de cet exposé, de nous avoir fait revivre cette histoire, ce quartier de Marseille. Lorsque j'étais gamin, il y avait à l'angle de la rue Sainte-Barbe un magasin où on achetait des vêtements. C'était un stock américain, donc on y achetait des vêtements d'occasion. Et pour entrer dans cette boutique, il fallait vraiment se courber parce qu'il y avait une poutre qui tenait l'immeuble. Donc ça faisait partie des immeubles anciens, mais qui étaient de l'autre côté de la rue de la République, donc qui n'avaient pas été dynamités. Qui peut raconter son histoire de Marseille, poser des questions à Katia? Il n'y a pas de volontaire? Oui, moi c'est Jean. Vous m'entendez? Jean Tenani. Vas-y. Voilà. Oui, non, alors vraiment, je suis ravi d'assister à cette réunion parce que vous nous avez fait voir des trésors, vous nous avez fait découvrir. Vraiment, je vous en remercie. Et ce qui est terrible, c'est que c'est voilà, ce phénomène est d'actualité et qu'il y a énormément d'immeubles qui sont à détruire avec le grand danger d'une gentrification qui va augmenter, et comment on peut arriver à carrer ça, quoi. Est-ce qu'il est possible de limiter ce phénomène-là?
je crois qu'on a quand même pris conscience de la valeur architecturale des vieux quartiers, que si on les détruit, il ne restera rien du vieux Marseille. Il a déjà tendance à se... Voilà, enfin, il en reste peu. Donc, par exemple, au Panier, on a beaucoup rénové, on a été dans le sens de... Mais c'est vrai que tout ça, c'est un investissement en argent, en fait, très, très important. Et à la fin, les constructions, c'est des petits appartements qui sont un peu sombres. Enfin, et donc, c'est vrai que ça, on ne peut pas gentrifier comme ça. Voilà, c'est une histoire de volonté politique. Comment arrêter la gentrification? Par une volonté politique, je crois. Oui, et oui, comme tous les phénomènes sociaux. Qui d'autre? Oui, je peux. Vas-y, Martine. Martine. Vas-y. Je voulais juste revenir sur la dernière intervention. La différence, et elle est quand même de taille, c'est qu'entre l'époque 43 et aujourd'hui, tout aussi dramatique au niveau des effets quand on détruit, quand des immeubles sont détruits, la grande différence, c'est qu'en 43, il y avait un projet. Il y avait un projet néfaste, il fallait éliminer, et donc on ne peut pas tout à fait faire un parallèle sans revenir sur la notion d'histoire que vous avez fort bien fait, et moi aussi je vous en remercie. Voilà, c'était juste ça. Oui, bien sûr, c'est toujours dangereux les parallèles historiques, mais mon propos, c'était pas de comparer, mais c'était de dire que à cet endroit de Marseille, en fait, du nouveau Marseille, il y a un trauma, c'est-à-dire c'est l'idée de rappeler l'histoire pour justement dire plus jamais ça, en fait. Voilà, dire ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise pas et le dire dans le détail et justement identifier les images réelles, des images fictionnelles, voilà, c'est travailler la mémoire, au fond, pour construire, enfin, pour participer humblement à la mémoire collective de la ville. C'était bien ça mon propos. Oui, Pas non, de comparer absolument. Oui, bien sûr, non, vous l'avez fait en tant qu'historienne. C'était juste sur l'intervention de Jean que je voulais réagir. Mais j'ai une question. Enfin, j'ai pas suivi malheureusement le tout début de votre conférence. Vous en avez peut-être déjà parlé, mais donc bon, on a bien compris, évidemment, tout le monde le sait, qu'il y a eu des rafles de juifs, mais les autres populations, une fois enfin, les populations non juives qui étaient en fait sans doute beaucoup d'immigrés italiens et autres, qu'en est-il advenu quoi, de tous ces gens qui ont vu leurs habitations détruites? Eh bien, donc d'abord dans la rafle, donc il y a des familles juives, mais pas que. Il y a aussi des étrangers en situation irrégulière, des gens qui peuvent pas témoigner de leur domicile. Il y a d'autres populations hein, qui elles sont vraiment déportées, c'est-à-dire sont envoyées en Allemagne et où très peu survivent. Mais sur les 20 000 habitants qui ont été expulsés, tous ceux qui pouvaient se reloger ailleurs, se sont relogés ailleurs, et finalement, beaucoup ont été éparpillés dans le département, et très peu d'entre eux sont revenus vivre à Marseille, parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Voilà. Donc, l'opération a été une véritable opération d'expulsion, mais ils ont, si vous voulez, ils ont été, oui, on peut dire déportés à Fréjus, mais pendant une semaine. Après, on les a libérés. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Voilà. Qui d'autre? Vous n'êtes pas bavard ce soir, je trouve. Ah. Je disais à Katia tout à l'heure, j'ai eu la chance d'interviewer Charles Sylvestre, qui, avec son épouse, ont tourné tous les deux pour Carpita,
dans le film Sur les quais, ils en avaient tous les deux un souvenir assez extraordinaire. Ils racontaient notamment que Carpita, qui était enseignant, il avait peu d'argent, donc il bousculait tous ces acteurs qui étaient aussi des acteurs qui tournaient pendant leur temps de loisir, pendant qu'ils n'avaient pas d'activité professionnelle. Beaucoup étaient enseignants aussi, et il les pressait pour ne pas gaspiller de pellicules. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas la captation numérique, c'était des bobines argentiques, et donc il avait peu de moyens pour tourner ses films, et donc il pressait ses acteurs pour que les films se tournent rapidement. Qui d'autre? Je voudrais intervenir. Vas-y, Marie. Voilà, c'était par rapport à la dernière image de Carpita. Quand elle dit on ne pourra pas se reloger, c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle avec Euroméditerranée, où on reconstruit, certes, et c'est très bien parce qu'on refait des quartiers qui sont peut-être plus viables, mais les gens ne peuvent pas se reloger. Il y a des comités d'intérêt de quartier qui se sont formés pour essayer de lutter pour pouvoir se reloger à l'endroit où ils sont nés. Voilà. Donc, on est aussi dans le même, c'est pas du tout pareil, mais on est aussi dans la même problématique. Oui, je n'ai pas montré d'ailleurs, parce que j'étais pressée, mais l'interview de Axel Torsky qui date de 1963, il interroge ensuite un pêcheur et qui explique que tous les patrons de pêche qui avaient des garages, des remises, des magasins là dans le quartier du port n'ont pas trouvé, les propriétaires ensuite ne leur ont pas loué et ils n'avaient pas les moyens de. Donc c'est aussi toute une activité qui disparaît. Hein, ça c'est aussi très important. C'est pas seulement des habitants, c'est aussi des métiers, c'est aussi un rapport au lieu, c'est-à-dire et là le Vieux-Port, force est de constater, c'est une marina, quoi. Aujourd'hui, c'est du loisir, voilà. Et c'est vrai qu'on peut se demander si toute la ville et tout le port va devenir une immense marina. Ouais. Non, mais là, moi, je parlais des quartiers qui étaient avant ouvriers, de Harin, les Grottes, le boulevard Rodin. On est en train de complètement… Bon, c'est vrai qu'il y a à faire, mais les gens qui habitent voudraient se reloger là. Et ils ne peuvent pas, oui, parce qu'il y a de la spéculation. Qui d'autre? Je voulais juste ajouter une chose que j'ai un peu oublié de dire, c'est que les photographies allemandes, elles ont été éditées donc en 1973 dans un supplément du Provençal où toute l'histoire le déroulement très précis de l'opération a été raconté, et donc les lecteurs du journal, je ne sais pas comment ça se passait, c'était un supplément, mais avaient accès avec vraiment les images d'archives à tout ce qui s'était passé, quoi. Voilà. Mais effectivement, par rapport à l'intervention, effectivement, il y avait un projet de destruction qui était d'ailleurs, de la part des Allemands, fondé probablement par une peur du débarquement, et puis par des explications quand même assez fantaisies sur ces résistants qui se cachaient dans ce quartier. C'était faux en réalité. Bon. Mais il y avait le projet de détruire ces vieux quartiers qui dataient de 41, voire même des années 30. Vous voyez, donc c'est vrai que le processus de gentrification, c'est-à-dire de détruire l'ancien pour construire du nouveau luxueux auquel les habitants des anciens quartiers n'auront pas accès,
c'était un processus, au fond, qui était à l'œuvre déjà, enfin, une façon de penser la ville qui était à l'œuvre déjà dans les années 30. La question, c'est quand même vraiment comment penser la ville autrement que dans ces rapports de spéculation. Voilà. Comment sortir de la spéculation immobilière dans le cadre urbain? C'est une vraie question à laquelle je n'ai pas de réponse. Galaxy 6, je ne sais pas qui se cache derrière ce pseudo, a envie d'intervenir. Oui, bonsoir. J'ai pas tout compris au niveau du fonctionnement de Zoom, c'est pour ça que je suis pas en incognito, hein, je m'appelle Annick. Et je voulais dire que j'avais, pour les 50 ans de la destruction des vieux quartiers, il y a des élèves d'un établissement scolaire de Marseille, je ne sais plus si c'est un collège ou un lycée, qui avaient fait tout un montage d'images et peut-être de la même façon, on se sont inspirés de documents qui étaient peut-être pas des films d'archives, quoique. Et c'était leur professeur d'histoire qui leur avait suggéré ce genre de choses. Mais mystérieusement, l'Académie d'Aix-Marseille n'a pas voulu financer le film. Je l'avais vu dans les bâtiments qu'il y a à la Vieille Charité, où il y a des projections de films. Et c'est l'Académie d'Avignon qui avait financé le film. Je me suis toujours demandé pourquoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de non-dits. Il n'y a pas que les images qui manquent. Il y a beaucoup de non-dits autour de cette destruction des vieux quartiers de Marseille. Oui, moi j'étais en 2013, il y a Robert Mencherini qui a fait tout un travail aussi avec les habitants qui s'appelle Ici même, que j'ai mis d'ailleurs dans la bibliographie relative à la conférence. Et donc à ce moment-là, il y a eu quand même beaucoup d'actions pour justement se souvenir, mais c'est vrai que depuis, il y a eu quand même quelques actions, mais on n'a jamais terminé. Et c'est vrai que je vais peut-être participer à une exposition qui aura lieu au mémorial de la déportation, qui est un bunker adossé au Fort Saint-Jean, où il y aura là une exposition permanente qui relatera notamment de la destruction des vieux quartiers. Ça serait quand même important, je pense, qu'il y ait effectivement une mémoire permanente, disons, de cet événement dans le quartier, quoi. Il y a un aspect que tu n'as pas abordé, Katharina, et qui sont les relations entre les Français et les Allemands, donc entre les Français et la Gestapo, pour la destruction de ces quartiers et toutes les implications financières qui en découlent. Tu as fait l'impasse là-dessus. Et en fait, on ne sait pas bien ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas de témoignage, on ne sait pas ce qui s'est passé lors de la rencontre entre le préfet et la Gestapo. On ne sait pas vraiment ce qui s'est dit et ce qui a été conclu de manière précise. Ce que j'ai dit quand même et ce que j'ai essayé de montrer à travers l'actualité de 1941, c'est que le régime de Vichy avait le projet de raser ces vieux quartiers, puisqu'il avait commandé à Eugène Baudouin un plan d'urbanisme qui prévoyait de tout raser, et ça en 1941. Donc l'idée, elle n'était pas… Alors, de là à penser que Vichy aurait transmis à Hitler l'idée de raser les vieux quartiers, je n'irai pas jusque-là, j'en sais rien, mais je regardais un site de France Culture qui mettait une archive sonore de Pétain qui rit à propos de la destruction des vieux quartiers de Marseille et qui dit que c'est une bonne chose. Voilà, Pétain s'est clairement positionné en disant que c'était une bonne chose. Et dans le film « Et le vieux port fut condamné », il y a François Billoux, qui était donc un ministre communiste et qui a été élu à Marseille, et qui lui dit qu'il y avait des intérêts avec
la Banque de Suez et des Pays-Bas, l'actuelle BNP. Et donc, il y a eu des intérêts financiers, c'est certain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le peu de temps qu'il aurait été imparti, l'opération a été menée avec une efficacité redoutable. Donc ça, l'implication du régime de Vichy est totale et évidente. Et d'ailleurs, beaucoup des témoins racontent ça, qu'ils insultaient un peu les gendarmes en leur disant « mais vous n'avez pas honte de participer à ça ?» Parce qu'en fait, les gendarmes français étaient plus nombreux que les soldats allemands. Hein. Il y avait 12 000 hommes. Vous imaginez, 12 000 hommes. Donc les Allemands étaient en minorité, les Français étaient en majorité. Donc oui, des implications financières, bien sûr, il y en a eu, et j'ai quand même essayé de montrer dans le déroulement de la conférence que ce plan ne s'est pas fait en 2 mois, hein, que s'il n'y avait pas eu une volonté politique antérieure qui émanait particulièrement de Vichy, la destruction n'aurait sans doute pas eu lieu. Non, je réponds. Oui, tu as répondu, mais tu as raison. Dans la mesure où il n'y a pas véritablement de traces, on ne peut faire que des suppositions et porter des hypothèses. Mais en même temps, disons, les convergences sont trop grandes. Encore une fois, cette archive de 41, le plan Baudouin, tout ça, et quand même, il y a un faisceau de traces, en l'occurrence, qui laisse à penser que Vichy, le régime de Vichy, était absolument d'accord avec cette destruction. Moi, je pense, ça, on peut l'affirmer, quoi. Puis le choix de en tout cas, ils y ont participé de manière extrêmement zélée, quoi. Je veux dire. Puis le choix de Pouillon pour reconstruire ce quartier n'est pas anodin non plus. Oui, alors ça, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais effectivement, il y a eu des histoires un peu louches avec Pouillon. Mais celui qui est vraiment collaborateur, c'est pas Pouillon, c'est Baudouin. Hein. Eugène Baudouin, lui, il a vraiment, vraiment collaboré avec Vichy, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Annie a levé la main. Donc, elle a des choses à nous dire. Vas-y, Annie. Annie. Bon, mais c'est une fausse alerte. Allô, oui, pardon. Je disais que j'avais lu quelque part que les architectes allemands étaient venus pour dire, sur les plans proposés par Vichy, qu'il y avait des monuments historiques et qu'il ne fallait pas les détruire. Parce qu'ils avaient prévu aussi de détruire des choses comme la vieille charité, des choses qui leur semblaient le repère de pauvres, quoi. Donc, c'était donc une thèse où c'était bien Vichy et les Français qui avaient envisagé cette destruction dans ses moindres détails. Et c'était les Allemands qui avaient supprimé certaines de la liste ce qu'ils considéraient comme des monuments historiques. Alors ça, vous pouvez tout à fait le voir dans le film de Jean d'Ascq et Le vieux port fut condamné, où est interviewé effectivement un architecte allemand, Edgar Wettpohl, il s'appelle, et qui affirme tout à fait que Vichy était, enfin que le gouvernement et le préfet étaient tout à fait pour cette destruction, et qui effectivement alors c'est un témoignage, c'est pas un document, donc comme je m'y fie pas absolument, mais en tout cas lui dit, et nous avons déterminé la maison diamantée, l'hôtel des échevins, hein, donc l'hôtel des Cabres, qui a carrément été déclassé, hein, de ne pas les détruire parce que c'était des immeubles très anciens. Oui, tout à fait, vous avez raison. Enfin, en tout cas, il y a des témoignages qui vont dans ce sens. Et c'est pour ça, encore une fois, que le film de Jean d'Ascq est très intéressant, parce qu'il interroge toutes les parties en présence. C'est-à-dire, il interroge Eugène Baudouin, il interroge
le sous-préfet Barrot. Il interroge François Billoux, il interroge bon, à la fois Paul Carpita et les habitants, mais aussi vraiment les politiques et qui donnent leurs différents points de vue. Après, je ne vous cache pas que bon, je trouve que de la part de cet Allemand, s'arroger la gloire d'avoir sauvé 2 immeubles, bon, je veux dire, c'est vrai que si Hitler n'avait pas donné cette décision, est-ce que le quartier aurait été détruit? Ça aurait été beaucoup plus compliqué, quoi. Enfin, le prétexte. L'armée allemande y est quand même aussi pour quelque chose dans l'histoire de cette destruction. Donc, voilà. Enfin. Qui a une histoire, un commentaire, un témoignage à nous apporter? Profitez pendant que Katharina est là, parce qu'elle ne reviendra pas toutes les semaines. Est-ce que vous avez des parents qui vous ont raconté ces histoires parce qu'ils en ont entendu parler ou peut-être parce qu'ils habitaient dans ce quartier-là ou pas très loin? Bon. Donc, vous voulez qu'on se sépare de Katia? Vous avez faim, donc? Donc, je vous ai mis dans la bibliographie les différents liens vers Internet pour consulter les archives et puis aussi bon, quelques ouvrages bibliographiques et les films dont je vous ai parlé. Et je pense que la plupart d'entre eux, on peut les trouver en DVD à l'Alcazar. Parce que c'est vrai que en ligne sur Internet, j'ai essayé de trouver Le Vieux Port fut condamné, il y est pas, en fait, il n'est pas accessible. Mais je pense qu'il existe en DVD à l'Alcazar, voilà, si vous voulez poursuivre sur ce thème. Eh bien, je vous remercie de votre attention. C'est nous qui devons te Merci Jean-Pierre. J'entends les applaudissements, tu les entends aussi, tout le monde applaudit très fort. Grand merci. Je vais arrêter l'enregistrement et si tu veux qu'on m'aborde quelques minutes ensemble, Katia, on peut le faire pour débriefer si tu le souhaites. Encore un grand merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette belle conférence. À tout bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci.